providing the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather. And he who controls the weather will control the world. Now propose further cooperative efforts between all the nations in weather prediction and eventually in weather control. C'est toujours les questions les plus évidentes qu'on est dissuadé de poser. Et en voici une qu'on nous a vigoureusement dissuadé de formuler ces 30 dernières années. Ces lignes qu'on voit dans le ciel derrière les avions. Mais qu'est-ce que c'est? Certains appellent ça des chemtrails et disent que le gouvernement américain pulvériserait du poison sur la population. Ces gens sont clairement fous. Wikipédia a dit qu'ils sont fous. Tous les médias les traitent de fous et disent que ce sont des chemtrails. Mais elles sont bien là, et clairement ce n'est pas de la vapeur d'eau, parce que ça n'a aucun sens. Alors qu'est-ce que c'est? Nous avons passé les 6 derniers mois à la recherche d'une personne crédible pour nous l'expliquer. Une personne sérieuse, quelqu'un de sain d'esprit avec un parcours d'ingénieur, qui pourrait nous parler de ce qu'on a sous les yeux. Parce que clairement on voit quelque chose, et vous pouvez bien me traiter de tous les noms, ça ne m'empêchera pas de vouloir savoir ce que c'est. Et nous pensons avoir trouvé cette personne, c'est Dane Wigington, de Californie du Nord, qui étudie ce sujet depuis près de 30 ans, et qui a compilé ce qui, après analyse sérieuse, nous semble être le compte-rendu le plus complet de ce que nous observons. Et de fait, ça va très mal. Dane, merci beaucoup de vous joindre à nous. Je n'ai jamais su quoi penser de tout ça, des chemtrails, des contrails, de ces traits étraces qui persistent dans le ciel après le passage des avions. Ce n'est pas un souvenir de mon enfance. Et aujourd'hui, elles font partie du quotidien. J'ai entendu les gens dire que quelque chose se trame, quelque chose de malfaisant. Alors je vais sur Wikipédia voir ce qu'ils en disent. Et je voudrais vous lire la première partie de leur article sur le sujet. Oui, vous l'avez peut-être déjà lu, et je cite ce qui était encore affiché ce matin. La théorie conspirationniste des chemtrails repose sur la croyance erronée que les traînées de condensation persistantes laissées dans le ciel par les avions volant à haute altitude sont en réalité des chemtrails composés d'agents chimiques ou biologiques pulvérisés à des fins néfastes dissimulés au grand public. Les adeptes de cette théorie affirment que, contrairement aux traînées de condensation normales qui se dissipent relativement vite, celles qui persistent doivent contenir des substances supplémentaires. Ils spéculent que ces dispersions chimiques pourraient servir à la gestion du rayonnement solaire, à la modification du climat, à la manipulation psychologique, au contrôle de la population, à la guerre biologique ou chimique, ou encore à l'expérimentation d'agents biologiques ou chimiques sur la population, et que ces traînées sont à l'origine de maladies respiratoires et autres problèmes de santé. Alors je lis ça, et c'est clair que le but de ce paragraphe n'est pas d'apporter des éclaircissements sur ce que ça pourrait être, mais de s'en prendre à tous ceux qui spéculent sur ce que ça pourrait bien être. C'est déjà une forme de guerre psychologique, de propagande. Et en lisant ça, je me suis tout de suite dit qu'il se trame clairement quelque chose. Parce que ceux qui contrôlent Wikipédia, c'est-à-dire les services de renseignement, comme on le sait, ne veulent pas qu'on en parle. Après cette longue introduction pour expliquer pourquoi notre discussion a lieu, je vous donne la parole pour décrire ce que sont ces traînées dans le ciel que nous avons tous vues. Ce sont des dispersions de particules pulvérisées. Il n'y a pas de théorie ici, parce que quand on a des images rapprochées de ces avions en altitude, KC-10, KC-135, C-17 Globemaster, équipés de bus visibles qui activent et désactivent la dispersion, ce n'est pas de la condensation. Notre organisation est la seule entité à avoir mobilisé un laboratoire volant de la NOAA pour embarquer des scientifiques de haut niveau qui ont prélevé des échantillons, des émissions de ces gros porteurs en altitude. Ces échantillons ont été analysés au Centre Polytechnique Rensselaer de New York, un des instituts d'analyse les plus réputés au monde. Nous avons trouvé exactement ce que nous attendions à trouver, à commencer par des nanoparticules d'aluminium. L'aluminium biodisponible sous forme libre est toxique pour toute forme de vie. Point. C'est un élément qui est mentionné dans de nombreux brevets d'ingénierie climatique, comme agent de dispersion géotechnique. Encore une fois, rien de tout ça n'est théorique. Le fond du problème dans cette équation climatique cruciale, Tucker,
c'est qu'on a toute la communauté scientifique mondiale et des gouvernements de partout qui disent qu'il faut immédiatement envoyer des avions pour disperser des particules qui diffusent la lumière. Et sur notre site, nous utilisons la terminologie scientifique, car le terme chemtrails est conçu pour marginaliser instantanément celui qui l'utilise. D'ailleurs, si vous le faites, plus aucun élu ne vous adressera la parole, et les médias vous marginaliseront immédiatement. Nous ne parlons que de gestion du rayonnement solaire, d'injection d'aérosols stratosphériques, d'augmentation de l'albédo des nuages et de géo-ingénierie climatique, parce qu'utiliser la terminologie scientifique les empêche de nous marginaliser. Et encore une fois, ce problème majeur qu'on nous présente comme une théorie complotiste est aussi précisément ce que toute la communauté scientifique internationale du climat affirme que nous devons déployer immédiatement pour ralentir le réchauffement climatique. L'objectif déclaré est de dévier une partie de l'énergie thermique du Soleil. Nous savons, sans surprise, que ces programmes aggravent la situation au lieu de l'améliorer, car ils sont utilisés comme une forme de guerre. On le sait parce qu'on a des pays comme l'Iran, qui est bien sûr constamment diabolisé, comme vous le savez parfaitement. Immédiatement après le 11 septembre, on a la liste des pays devant être ciblés, qui a été transmise au général Wesley Clark, liste qui, manifestement, existait même avant les attentats. Et par la suite, chacun de ces pays, absolument chacun, a subi une sécheresse d'une ampleur millénaire. Statistiquement, mathématiquement, c'est impossible sans intervention climatique. On a le dirigeant iranien, filmé à l'ONU en train de déclarer que l'OTAN coupait les précipitations dans son pays. Des scientifiques iraniens ont quant à eux récemment déclaré que l'OTAN pratique cela depuis 40 ans. En déstabilisant les précipitations, on déstabilise l'approvisionnement alimentaire et donc la population. Vous venez de dire des choses étonnantes qui me semblent toutes plausibles. Mais revenons un petit peu en arrière. Vous appelez ça de la géo-ingénierie et vous dites que le terme chemtrail est un terme de propagande conçu pour discréditer ceux qui questionnent sincèrement ce qu'on voit? Absolument. Aussi parce que s'ils recherchent ce terme, ils vont tomber sur la même chose que vous. Et c'est ce qu'on essaye d'éviter. Si on ne connaît pas le sujet et qu'on commence par googler ce terme, alors il est fort probable que la recherche s'arrête là. Pour nous, d'un point de vue stratégique, la sémantique est très importante. Quand on lit l'article de Wikipédia qui nous dit que les traînées qu'on peut observer ne sont que de la condensation, de la vapeur d'eau, on peut douter que cette explication soit la bonne, parce que la vapeur d'eau, ça se dissipe. Ça ne reste pas dans le ciel une vingtaine de minutes après que l'avion soit parti. Ça, ça suggérerait la présence d'autres particules dans cette vapeur, non? Oui, c'est très juste. Prenons notre respiration, par exemple. Quand on voit des chercheurs dans l'Arctique, dont la respiration se condense à cause du froid intense, est-ce que pour autant un nuage se forme au-dessus de leur tête? Quand l'hiver, les gaz d'échappement d'une voiture se condensent, est-ce que ça nous donne des autoroutes surplombées d'énormes nuages à cause de la condensation des véhicules? Non, parce que la condensation, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors aujourd'hui, mon combat à ce sujet remonte à 27 ans déjà. Quand j'ai construit ma maison autonome en Californie du Nord, en pleine nature, elle a fait la couverture du plus grand magazine mondial sur les énergies renouvelables, solaires, éolien et hydrauliques. Certains jours, je perdais 50, 60, voire 70% de mon apport solaire à cause des émissions de ces avions. Je savais que ça ne pouvait pas être de la condensation. En commençant mes recherches, j'ai été très surpris par la montagne d'informations disponibles sur la géo-ingénierie et la gestion du rayonnement solaire. Alors j'ai commencé à analyser la pluie, à la recherche des éléments primaires. J'espérais ne pas les y trouver parce que je savais que ça changerait le cours de ma vie si c'était le cas. Et je ne pouvais pas regarder ailleurs. Les résultats de la première analyse ont indiqué 7 parties par milliard. Et j'ai continué mes recherches les 18 mois suivants, parce que je voulais en savoir plus avant de m'engager à parler publiquement de tout ça. Pendant cette période, j'ai enregistré des épisodes de pluie isolée montrant jusqu'à 3450 parties par milliard d'aluminium. C'est de l'aluminium biodisponible sous forme libre, qui est toxique pour toute forme de vie. Point. C'est l'élément principal mentionné dans les brevets d'ingénierie climatique. Et nous avons en notre possession des vidéos de géo-ingénieurs mondialement reconnus qui déclarent publiquement vouloir utiliser l'aluminium dans ces programmes en raison de sa forte réflectivité, sans se soucier des conséquences. Voilà comment je me suis engagé dans ce combat. Si je comprends bien, ce que nous voyons, c'est une tentative, je suppose, de la part des gouvernements, et nous verrons qui est à l'origine de tout ça, d'atténuer les effets du changement climatique et de réfléchir les rayons du soleil pour éviter que la Terre ne se réchauffe à un rythme qu'ils jugent dangereux.
Mais c'est bien un effort pour mitiger le réchauffement climatique, oui? Oui, c'est l'objectif déclaré. Nous savons que c'en est un. Je pense que c'est rendu plausible par le financement colossal de ces efforts de mitigation et par le fait qu'une telle énergie soit déployée dans ce sens. Dans certains cas, par des gens dont l'engagement est sincère, et le reste du temps, évidemment, par des gens qui prétendent l'être. C'est comme une religion. Vous dites qu'à l'origine, vous n'aviez pas conscience de tout ça et que ça ne vous intéressait pas, mais que comme votre installation électrique est autonome et que celle-ci est alimentée en grande partie par le solaire, l'ingénieur en vous s'est dit: «Mais bon sang, mais pourquoi mon solaire n'a pas la production qu'il devrait?» Est-ce que c'est ça qui vous a amené à vous renseigner? Exactement. Et j'ai des amis dans le secteur solaire qui m'ont confié que certaines centrales solaires commerciales ne produisent que la moitié de ce qui est prévu. Et ils refusent d'en parler pour ne pas perdre leurs subventions. Il se trouve que c'est un phénomène bien connu dans de nombreux domaines. D'ailleurs, concernant le Service météorologique national et la NOAA, les opérations de ces deux organismes sont illégalement entravées par une interdiction de communiquer émise au niveau fédéral. Mais alors la question se pose, quel besoin a notre gouvernement de museler les services météorologiques? Un scientifique de la NOAA m'a dit de vive voix: «On sait tous que ça se produit, mais on ne bénéficie pas de la protection du premier amendement, alors on ne sait pas quoi faire. C'est en train de démanteler le système de survie de la planète et de contaminer absolument tout partout. Et il ne s'agit pas juste d'aluminium, on l'affirme, sur la base des centaines de tests en laboratoire qu'on a fait faire, dont 500 en collaboration avec l'Université du Minnesota, une institution agricole de renommée internationale. Dans l'air que nous respirons, de l'aluminium, du barium, du strontium, du manganèse, des agents surfactants aussi appelés tensioactifs, des fibres polymères, du graphène. Tucker. C'est terrifiant. Mais alors qui fait ça précisément? En creusant, tout mène à ceux qui tiennent la planche à billets. Et on a connaissance des entités qui coordonnent tout ceci, notamment le département de la Défense et la DARPA. On dispose aussi de documents officiels, de plusieurs centaines de pages qui prouvent l'intérêt pour ces programmes et leur existence. Certains émis il y a des décennies. On a un document de 800 pages du Sénat américain de 1978 qui décrit le but et l'ampleur de ces programmes à l'époque et qui appelle à une coopération intergouvernementale. Et ce, même entre des nations par ailleurs hostiles, en raison des répercussions transfrontalières de ces programmes. Qui est le principal acteur? Les États-Unis, de toute évidence, vu la taille de notre armée, qui possède 3 fois plus d'avions ravitailleurs que toutes les autres armées du monde réunies. Avions ravitailleurs qui sont les jets les plus utilisés pour ces opérations. Et pour en revenir à la thèse des traînées de condensation, qui est l'un des plus grands mensonges jamais perpétrés contre les populations, tous les avions ravitailleurs militaires et tous les avions commerciaux sont équipés de turboréacteurs à double flux, à taux de dilution élevé. C'est un moteur qui est propulsé par un ventilateur à réaction, et 90% de l'air qui le traverse n'est pas sujet à combustion. Donc, de par sa conception, ce moteur est quasiment incapable de produire des traînées de condensation, sauf dans des circonstances rares et extrêmes qui se font de plus en plus rares à cause du réchauffement de la troposphère. Un réchauffement considérable. On a 2 anciens pilotes militaires, des gens importants, qui sont désormais pilotes d'avions privés, qui nous ont contactés pour nous raconter que, par 2 fois, alors qu'ils se trouvaient au large des côtes du Pacifique Nord-Ouest, leurs avions ont enclenché une procédure de descente automatique d'urgence, car la température extérieure était de 7 à 10 degrés supérieure à ce qu'elle aurait dû être, et que l'air n'était pas assez dense pour porter les appareils. Ces personnes sont très alarmées, mais elles ont aussi très peur de s'exprimer publiquement. C'est fou, mais quelle information incroyable qui met en lumière quelque chose qui me semble indiscutable. Oui, le climat est bien en train de changer, mais pourquoi il change? Cette question est encore un autre débat, et bien sûr qu'il évolue depuis toujours. Pardon de vous interrompre, mais au sujet de l'ingénierie climatique elle-même, il faut préciser que notre politique a toujours été de demander comment quiconque, et ce peu importe son bord politique, pourrait honnêtement discuter du bien de l'environnement sans reconnaître l'existence dévastatrice de ces programmes. Et la gauche écologiste est la plus réticente à aborder ce problème. Pourquoi, Tucker? Parce qu'ils ne veulent pas perdre leur statut d'association à but non lucratif. Nos avocats ont parlé aux avocats de tous les grands groupes environnementaux. Greenpeace, Sierra Club, WWF, tous refusent d'aborder ce sujet. Et là, on atteint des niveaux d'hypocrisie
hypocrisie criminelle. Et j'insiste, je ne nie absolument pas les autres sources de pollution de cette planète, dont on s'est jusqu'ici très mal occupé, mais le sujet de la géo-ingénierie est primordial, parce qu'en partant du principe que ces programmes d'ingénierie climatique emprisonnent plus de chaleur qu'ils n'en dévient, avec pour répercussion beaucoup plus de dommages que de bénéfices perçus, ils nous font passer du mal au pire et doivent être considérés comme la forme d'activité la plus dangereuse pour la planète à l'heure actuelle. Le fait est, Tucker, que sous prétexte de lutter contre le changement climatique, ces opérations sont juste utilisées comme une arme. Bien sûr, je veux dire, la géo-ingénierie, c'est vraiment la définition même d'un orgueil sans limite, où on se prend pour Dieu qui gère la météo et la planète. Alors que non, on n'est qu'un vieux type ventru et poilu, vivant une vie incroyablement courte et dérisoire, incapable d'améliorer quoi que ce soit, parce qu'on n'est pas Dieu. C'est ce genre de mentalité qui mène aux guerres nucléaires. Et donc, je suis contre. Mais avant de partir plus loin, revenons un petit peu sur les détails si nous pouvons. Alors, ces avions, qui semblent être partout aux États-Unis, d'où est-ce qu'ils décollent? D'où viennent ces produits chimiques? Les particules d'aluminium, le magnésium, tout ce que vous avez décrit. C'est quoi le cheminement pour en arriver à ces rayures qu'on voit dans le ciel? Ils décollent d'innombrables endroits. Nous avons connaissance de plusieurs bases militaires d'où on sait qu'ils sont déployés. On sait également que des avions commerciaux, avec des marquages commerciaux, sont utilisés dans ces opérations. On le sait grâce aux images que nous avons filmées de ces avions, notamment des tuyaux modifiés montés sur les pylônes d'ailes. On a des photos en gros plan du jet d'échappement qui est monté de façon à simuler de la condensation. Attention, on n'implique pas les pilotes ou le personnel des avions commerciaux, mais on communique avec eux. Certains pilotes distribuent discrètement nos fascicules dans les salles de repos des pilotes, par exemple, parce qu'ils savent que leurs avions sont utilisés et équipés de systèmes automatisés qui transportent une petite charge utile. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2000, le poids des avions est devenu quelque chose de plus contrôlé, précisément la quantité et le poids total autorisé de bagages à bord. Il semble que ce soit à ce moment-là que cette mesure ait été mise en place. On sait également que le département de la Défense loue un nombre important d'avions commerciaux portant des marquages commerciaux. Qu'est-ce qui justifierait un tel besoin? En ce qui concerne la matière première, une quantité extraordinaire de matière. D'après nos tests menés avec l'Université du Minnesota, 500 dans ce laboratoire, en extrapolant la quantité de matière présente dans les précipitations, on estime qu'à l'échelle mondiale, entre 40 et 60 millions de tonnes de nanoparticules sont dispersées chaque année dans l'atmosphère du monde entier. Et plus la particule est petite, plus elle est toxique, nocive et biodisponible. Pire encore, les tests officiels de qualité de l'air, de par leur conception, ne recherchent même pas ces éléments. Alors comment en parlerait-il? Ces tests ne portent que sur les PM10, particules de 10 microns, et parfois PM2.5, qui sont des mastodontes comparés à ces nanoparticules. Pour vous donner l'échelle, on pourrait en faire tenir 100 000 autour d'un seul cheveu. Si petit, c'est inimaginable. Et ils utilisent des particules aussi petites parce qu'elles restent plus longtemps en suspension dans l'atmosphère, et que c'est ce qu'ils recherchent. Maintenir les particules en suspension dans l'atmosphère permet d'obtenir un forçage radiatif plus important. Et puis à quantité de matière égale, la surface de contact augmente avec de petites particules. À ce sujet, on a une étude qui pointe les cendres volantes de charbon comme matériau de base pour ces opérations, parce qu'elles contiennent aussi de nombreux éléments que les climatologues se sentent obligés de disperser dans notre ciel. Ça a aussi l'avantage de leur donner une défense plausible, tout en se débarrassant d'un déchet qui justement les embarrasse. Bien d'autres éléments y sont ajoutés. American Element Corporation semble être l'un des principaux fournisseurs pour ces opérations. Tout ça est absolument sidérant. Entre le simple fait que ça puisse se passer, la montagne de données qui existe sur le sujet, et le déni continuel de la communauté climato-scientifique, ils ne vont pas pouvoir continuer à cacher ça très longtemps, Tucker, parce que les dégâts causés par ces programmes ne pourront bientôt plus être ignorés. Pour ceux qui prétendent, comme ils le font dans la définition Wikipédia que vous avez lue, qu'il s'agirait d'une sorte de complot extravagant, remontons jusqu'en 1962, il y a 63 ans. On a les images du discours lunaire prononcé par le président américain Lyndon Johnson. Ce discours sert d'ailleurs de générique d'introduction à notre revue nationale hebdomadaire dédiée à la géo-ingénierie, qui est apolitique, sans publicité et dont la diffusion un peu partout à la radio est payée de notre poche. Déjà à l'époque, Johnson affirmait que nous avions le pouvoir de contrôler la couche nuageuse mondiale. Et je cite, « Celui qui contrôle le climat contrôle le monde ». À quel point ont-ils progressé depuis? C'est bien ce genre d'arrogance démesurée qui détruit le monde.
Et Johnson, bien sûr, qu'il en ait eu conscience ou non, contribuait à cette destruction. Un homme malfaisant sous tout rapport, donc, à mon humble avis. Du coup, je suis pas forcément surpris. Et ce qui me surprend par contre, c'est que ce programme, celui que vous décrivez, ait pu se produire et pu se poursuivre pendant plus de 60 ans à cette échelle continentale et mondiale, sans que personne ne le sache ni n'en parle. On a un gouvernement immense, une multitude d'élus. Ils disent quoi de tout ça quand vous leur en parlez? C'est un peu comme la campagne dite efficace sans risque, non? C'est comme ça qu'on a toute la communauté médicale qui prétend qu'injecter des métaux lourds toxiques est efficace et sans danger, et continue de le faire. Alors qu'il n'y a pas besoin d'être très intelligent ou diplômé pour comprendre que ça va faire des dégâts. Mais pourtant ce discours persiste encore aujourd'hui. Alors je le répète, ce déni collectif est ahurissant, mais on ne pourra plus cacher ça bien longtemps. La communauté scientifique du climat commence d'ailleurs à prendre la parole pour souligner à quel point ces programmes seraient dévastateurs s'ils étaient déclenchés. Ils n'admettent pas encore ouvertement que ceux-ci sont déjà une réalité, mais ils s'en rapprochent. Et si on se penche sur les précédents historiques de ces opérations, devinez quand l'armée américaine a commencé sa manipulation des ouragans. Et il se passe des choses intéressantes cette année en Floride, sur le front des ouragans, parce qu'il n'y en a pas, ils sont déviés. Et ceux qui prétendent qu'on ne peut pas manipuler un système météorologique de cette taille se trompent lourdement, et la science le prouve. L'armée américaine a commencé en 1947 ses opérations de modification des ouragans avec le projet Cyrus, et les résultats de ces premiers essais, pourtant à petite échelle, affectèrent assez la rotation cyclonique pour que des poursuites judiciaires soient engagées. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à être plus discrets sur leurs opérations. Vous nous avez fait remarquer l'absence d'ouragans en Floride cette année, parce que ces dernières années, la Floride, et plus particulièrement sa côte ouest, a été ravagée, absolument dévastée par les ouragans, avec à la clé des milliards, voire même des dizaines de milliards de dollars de dégâts, et cette année, aucun. Vous dites que ce n'est pas un accident? C'est bien ce que vous dites? Je dis que nous savons que la technologie existe pour diriger des tempêtes de cette ampleur. Je vais vous faire une comparaison. Un enfant de 10 ans pourrait dévier la trajectoire d'un train de marchandises de 100 000 tonnes, juste en poussant un levier, littéralement, et en changeant les rails. Ce genre d'investissement minime pour un résultat massif, c'est ce qu'on peut appliquer aux rotations cycloniques, quand on a les capacités de manipuler les zones de pression atmosphériques. C'est de la science, incontestable et brevetée. Alors qu'est-ce qui pourrait bien nous faire penser qu'ils ne s'en servent pas? Dans la liste des précédents historiques, on a le projet Popeye au Vietnam, qui a été si efficace pour contrôler les précipitations. C'est un fait historique qu'en 1976, les traités INMOD ont été adoptés pour interdire la manipulation du climat à des fins de guerre, mais pas au-dessus de sa propre population. Donc si on regarde... Pardon, je peux vous demander de faire une petite pause, excusez-moi. Vous en dites tant. Je suis clairement inculte à ce sujet, mais je suis soudainement très intéressé. Et je veux juste m'assurer que nous ne manquions rien. L'opération Popeye au Vietnam, c'est bien ce que vous avez dit? C'est embarrassant de reconnaître que je n'en ai même jamais entendu parler. C'était quoi? C'est très facile à vérifier vu qu'il s'agit de documents historiques. L'armée américaine a si bien réussi à contrôler les précipitations au-dessus du Vietnam que ça a beaucoup inquiété la communauté internationale, du moins en apparence. Ce qui a mené à l'adoption des traités INMOD en 1976, qui sont des traités internationaux qui interdisent la manipulation du climat en temps de guerre. Alors quand les gens appellent ça du complotisme et disent qu'on ne dispose pas de ce niveau de pouvoir et de contrôle, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Pire encore, certains essayent de brouiller les pistes en réduisant la géo-ingénierie aux simples opérations localisées et médiatisées d'ensemencement des nuages, alors que ce sont des programmes complètement différents. On constate même que certains élus locaux le font, chose que nous faisons tout pour corriger, et ce depuis longtemps, en travaillant avec de nombreux élus locaux. Il y a d'ailleurs dans 36 États des projets de loi en cours d'examen qui visent à bannir la géo-ingénierie dans leur espace aérien. La Tennessee et la Floride l'ont déjà fait. On sème la confusion en comparant ces programmes, alors qu'ils sont complètement différents. Le fait est que les opérations locales d'ensemencement des nuages, largement médiatisées, comme celles qu'ils ont tenté d'impliquer dans les récentes inondations au Texas, qui ont coûté la vie à tant de jeunes Américains, sont littéralement insignifiantes par rapport aux opérations de géo-ingénierie que nous voyons aujourd'hui. C'est comme vouloir comparer une fourmi à un éléphant. Ceux qui contrôlent les médias et manipulent le discours public s'efforcent donc intentionnellement de confondre les deux sujets pour essayer de cacher l'éléphant dans le ciel, que sont ces programmes de géo-ingénierie climatique qui, encore une fois, sont historiquement documentés.
Le gouvernement chinois est passé maître, par exemple dans l'art de créer des tempêtes de neige, Tucker. Vous vous rappelez de la tempête de neige de janvier dernier à la Nouvelle-Orléans? Vous vous en souvenez? Non, même pas. Eh ben, il y en a eu une première dans l'histoire. Il y a aussi eu une tempête de neige en Floride et plusieurs sur la côte du Golfe. C'était le 21 janvier, soit dit en passant. Et c'est une date intéressante pour que cela se produise. Ce sont des démonstrations de ce que l'ingénierie climatique peut faire. Le gouvernement chinois, lui, a depuis longtemps déclaré ouvertement qu'il peut provoquer des tempêtes de neige grâce à des éléments endothermiques. Ce sont des éléments brevetés qui peuvent transformer en neige ce qui devrait être une précipitation liquide, un épisode de pluie. Et pour que tout le monde comprenne le principe, vous voyez ces poches qui donnent de la glace instantanée dans les trousses de secours? C'est grâce à un élément endothermique. Et ça marcherait même si le kit était resté sur une étagère à température ambiante pendant 20 ans. En Chine, ils ont tellement bien réussi que les dégâts causés à Pékin ont coûté des milliards de dollars. Et c'est à partir de là qu'ils ont commencé à être moins transparents à ce sujet. Ici, tout le monde en a parlé. CNN, Popular Science, The Guardian, tout le monde. Mais quand on évoque le sujet, nous, ça y est, on est tout de suite traités de fous complotistes. Ce même 21 janvier. Pendant que cette tempête de neige historique s'abattait sur la Nouvelle-Orléans, les températures étaient positives et il pleuvait dans les régions polaires, en Alaska et au Groenland, en Islande et en Sibérie. Vous vous rappelez de la vague de froid intense qui a frappé le Texas il y a quelques années, 5 ans environ? Oh oui, très bien. Le réseau électrique était par terre. Exactement. Et alors que la température était négative à Dallas, c'était le contraire au pôle Nord. Non mais vous imaginez? De ça, il ne nous en parle pas. Et les conférences sur le climat, vous voulez savoir à quoi elles servent vraiment, ces conférences internationales qui ont lieu régulièrement à grand bruit? Elles ne visent pas à changer le cours normal des choses, mais plutôt à contraindre les pays à participer, activement ou passivement, à la géo-ingénierie climatique. Et pendant certaines de ces conférences, comme celle de Cancun ou alors de Copenhague, on a enregistré des températures basses records, malgré des températures supérieures à la normale dans toutes les régions autour. C'est une démonstration de la puissance de cette science. Et revenons-en aux ouragans de cette année. Est-ce que leur déviation est aussi une démonstration de force à l'adresse des autres pays, de la capacité qu'a l'armée américaine à manipuler les zones de pression atmosphérique? Encore une fois, il s'agit de procédés brevetés. Pour les auditeurs qui connaissent HAARP en Alaska, est-ce que peut-être vous avez déjà entendu parler de HAARP, Tucker? Non? Bon, des images existent. Il n'y a aucun doute sur sa fonction ou sur les brevets qui décrivent ses capacités. Discovery Channel y a même consacré un long épisode, mais il a disparu depuis, intitulé Contrôler la météo. Mais c'est une arme de destruction massive. Il la présente comme une installation de recherche inoffensive. C'est un réchauffeur ionosphérique. Il transmet 3,6 millions de watts de puissance à l'ionosphère chargée électriquement et provoque une réaction en chaîne électrique. Ils se servent littéralement de l'atmosphère comme d'un labo de physique, Tucker. Et on sait qu'ils le font. On sait qu'il y a eu les projets Starfish Prime et Fishbowl, si ça vous dit quelque chose. Ce sont des expériences de l'armée américaine qui consistaient à faire exploser des bombes à hydrogène dans la magnétosphère, alors qu'ils pensaient que ça pourrait provoquer l'effondrement de toute l'atmosphère. Est-ce que ça les a arrêtés? Non! Des installations comme HAARP sont utilisées pour contrôler les zones de pression atmosphérique et influencer les ouragans. Parce que pouvoir manipuler ces zones de pression, grâce à ces réchauffeurs ionosphériques directionnels, c'est pouvoir modifier leur trajectoire. Est-ce que c'est ça qu'on voit? Une démonstration de force? Est-ce que l'administration voudrait éviter une catastrophe cyclonique majeure, maintenant qu'ils ont démantelé tous les dispositifs de protection d'urgence? On ne sait pas. On peut spéculer. Mais pas sur le fait qu'il n'y ait plus rien de naturel à ce stade, parce que ça, c'est indéniable. C'est incroyable. Alors, il y a plusieurs points à aborder. Premièrement, l'armée américaine mène, dans notre propre pays, des opérations de propagande contre la population. Ils le font sur les réseaux sociaux et aussi, bien sûr, par le biais des médias traditionnels, et ça fait longtemps qu'ils le font. Mais c'est clairement devenu plus agressif. Et c'est illégal et immoral. Quiconque participe à tout ça devrait être en prison. Mais ça arrive. Et malheureusement, nous n'avons pas réussi à y mettre un terme. Donc, on sait qu'ils mentent à la population sur un paquet de trucs, y compris sur ce qu'ils font. Deuxièmement, on sait que ces 15 dernières années sont soudainement apparus ces généraux gras et efféminés qui se sont mis à présenter le changement climatique comme une des principales menaces pour la sécurité nationale et à dire que le but de l'armée américaine est de lutter contre celui-ci. Ça n'a pas arrêté. Et c'est très déroutant pour des gens comme moi qui ne voient pas le lien entre le changement climatique et la sécurité nationale et qui pensent que le rôle de l'armée américaine est de neutraliser ceux qui tentent d'envahir notre pays. Mais ils n'arrêtent pas de parler de ça. Et d'un coup, grâce à votre explication, je comprends pourquoi.
Du coup, le gros de ce qu'ils font vise à essayer d'atténuer les effets du changement climatique ou à prétendre qu'ils essayent de le faire. En fait, c'est fou de voir à quel point rien de tout ça n'est vraiment caché. J'appellerais plutôt ça masquer les effets, parce qu'ils ne minimisent absolument rien. Et chaque refroidissement toxique de surface à court terme se fait au prix d'une aggravation des dommages à la planète et du réchauffement climatique global. Et vous avez complètement raison, Tucker. Tout à fait raison concernant les déclarations publiques des hauts gradés de l'armée américaine. Ils considèrent l'effondrement du système climatique comme la plus grande menace pour la sécurité nationale. Le fait d'avoir autant de bases militaires au niveau de la mer, dont certaines sont déjà inondées, fait partie du problème. Mais il y a d'autres éléments. Par exemple, et là on parle du point de vue de l'existence même de l'humanité et du temps qui nous reste ici, la couche d'ozone est au bord de l'effondrement. Et ça n'a rien à voir avec les bombes de lac. Le facteur le plus destructeur entre tous, c'est la géo-ingénierie, point final. Pas juste les particules oxydantes qui sont dispersées dans notre atmosphère, mais aussi la manipulation de celles-ci par des transmissions haute fréquence extrêmement puissantes. Vous savez, ces tours qui fleurissent partout, soi-disant pour les communications, ces antennes camouflées en arbres et autres, eh bien, on sait que nombre de ces installations sont alimentées avec 10 fois plus d'énergie que nécessaire. J'ai une bonne compréhension de ces données grâce à mon parcours dans le domaine de l'électricité, et je connais aussi des gens qui travaillent directement sur ces tours. 1000% d'énergie en plus que ce qui est requis pour les communications. Pourquoi? Et pour en revenir à Harp, on sait que ce genre d'installation sert à manipuler les particules atmosphériques conductrices, et aussi que ces transmissions ont un effet répulsif, car on peut observer leur impact sur les cycles de vapeur d'eau. Prenons par exemple les récentes inondations aux éclairs meurtrières qui ont coûté la vie à tant de jeunes au Texas. Nous avons tout enregistré en temps réel, et je suis surpris qu'on puisse toujours accéder à ces données, parce que oui, on peut accéder aux transmissions du réseau Nextrad, qui est utilisé pour manipuler les systèmes météorologiques. Et dans ce cas précis, ce qui s'est passé est dû à l'effet répulsif de ces transmissions, et on a tout enregistré et partagé en ligne. Ce qui s'est passé, c'est qu'une cellule convective se formait à cet endroit, et que des émetteurs furent activés tout autour, ce qui a eu pour effet de maintenir la cellule en place et de causer des précipitations très localisées. On peut spéculer sur les intentions et les objectifs, on peut pas vraiment savoir, mais ce qui est incontestable, c'est le fait que cette tempête ait été manipulée. Et pareil pour l'ouragan Helen. On a enregistré en temps réel les transmissions de fréquences qui ont manipulé et dirigé cette tempête. C'est indiscutable. Ce sont des technologies brevetées. On dispose de ces enregistrements pour l'ouragan Harvey. Comment les météorologues pouvaient savoir avec 7 jours d'avance où est-ce qu'il allait s'arrêter et qu'il allait rester là pendant 3 jours? Et comment un tel scénario est-il même possible? C'est rendu possible par les transmissions de fréquences qui le maintenaient sur place. On a toutes les images. Et encore une fois, Tucker, ces gens ne font que lire le script. Ils répètent mot pour mot ce qui leur est dicté par Raytheon. Les sous-traitants privés de la défense Raytheon et Lockheed Martin sont impliqués jusqu'au cou dans l'ingénierie climatique. Brevets, opérations, tout. Ils fournissent littéralement les prévisions météo, qui ne sont que la météo programmée, au Service météorologique national et à la NOAA, l'Agence météorologique nationale, qui les diffuse ensuite. Quant aux météorologues locaux, ils connaissent la longueur de leur laisse, ils protègent leurs salaires et leurs retraites, et font ce qui est attendu d'eux. Exactement comme le fait la communauté médicale avec la narrative de l'efficace et sans risque. Tout le monde se plie aux règles. Ces tempêtes sont dirigées et manipulées. Point final. C'est juste indéniable. C'est bien que vous reveniez sur le vaccin Covid, parce qu'il serait difficile pour mon cerveau de boomer d'accepter l'existence d'un mensonge de cette ampleur. Je veux dire, comment on peut faire ça? Comment on peut réussir à cacher quelque chose d'aussi gros, d'aussi profond, à toute une population? Sauf que je l'ai vu il y a 5 ans avec le vaccin, qui s'est révélé n'être qu'un gigantesque mensonge. Et aujourd'hui, il est incontestable qu'ils ont menti. Mais personne n'a jamais été puni, et la plupart des gens y ont cru. Et donc, je sais que ce que vous décrivez est possible. Mais au fait, avant que j'oublie, je voudrais vous demander, qui vous finance pour faire tout ça? Parce que vous avez l'air de mener une sacrée opération, et de toute évidence, que vous n'êtes pas là pour l'argent. Je découvre que c'est un mouvement qui a plus d'ampleur que ce que je pensais. Alors, entre autres, vous recherchez activement la composition des précipitations, avec des analyses en laboratoire. Est-ce que c'est du bénévolat? Comment et pourquoi vous faites tout ça?
Comment est-ce que je pourrais regarder ailleurs? Je ne pourrais pas trouver quelque chose de plus important à faire de mon existence. Dans ma vie d'avant, je restaurais une réserve forestière dans le nord de la Californie, à l'est du lac Shasta, un habitat ravagé par l'exploitation forestière irresponsable. Je voulais que ça soit ça ma vie, planter des arbres et les regarder grandir. Ah, tant mieux pour vous. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, il n'existe pas de plus belle solitude que ce que je faisais. Mais comment continuer comme si de rien n'était en sachant ce que je savais? Alors, quand j'ai remarqué la réduction de la production solaire dont j'ai parlé plus tôt, et connaissant les conséquences d'une pluie toxique, j'ai commencé à tester la pluie. Une pluie contenant de l'aluminium. Soit dit en passant, l'aluminium ne détruit pas juste le microbiome du sol, mais aussi les systèmes racinaires des arbres. Une étude montre que cet aluminium biodisponible entraîne un blocage de l'absorption des nutriments. Résultat, les arbres se dessèchent et dépérissent donc lentement. Et tous les organismes officiels mettent ça sur le dos des coléoptères. Les arbres meurent à cause des coléoptères. C'est tout ce qu'on entend. Alors que dans les faits, les coléoptères ne sont que le symptôme d'un arbre malade, mort et mourant. Mon père était arboriste. Je connais les arbres. J'aime les arbres. Quand j'étais à la maternelle après la récré, il fallait venir me chercher dans les arbres parce que je ne voulais pas en descendre. Oui, je ressens la même chose. S'il n'y a plus d'arbres, alors il n'y a plus non plus d'humains. C'est pourtant simple, non? Oui, c'est vrai. Alors comment aurais-je pu ignorer tout ça? Je ne peux pas ne rien faire. Je ne pourrais pas me regarder dans le miroir. Je ne pourrais pas regarder mes enfants dans les yeux. Comment aurais-je pu faire autrement? Vous savez, Tucker, que les abeilles sont en train de disparaître? Oui, je suis très au courant. Cette année, on nous a annoncé un effondrement de 70%. C'est sidérant. C'est extrêmement alarmant. Mais est-ce que c'est le vrai chiffre? La réalité, c'est qu'on parle d'un effondrement de 70% des 20% qui restaient. Et que question pollinisateur, la réduction est telle qu'on parle de pourcents à un seul chiffre. À l'échelle mondiale, on sait que la population des insectes terrestres et aquatiques a décliné de 80 à 90%. C'est vrai que c'est flagrant. Et pour ceux qui n'y croient pas, rappelez-vous de quand vous étiez enfant, du pare-brise de la voiture qui était recouvert d'insectes en été. Et moi qui conduis tous les soirs à la campagne, je vois bien qu'il n'y a pas d'insectes. C'est réel. Pas d'insectes, pas d'humains. Nous avons d'ailleurs communiqué là-dessus en 2012, en présentant mon travail avec d'anciens scientifiques du gouvernement qui peuvent en parler librement parce qu'ils sont à la retraite. Et la communauté scientifique a tout fait pour nous marginaliser. Mais maintenant, ils sont bien forcés de l'admettre. Si vos auditeurs font des recherches sur l'apocalypse des insectes, ils verront les alertes retentir partout dans le monde. Ça s'applique aussi au plancton. On a une étude scientifique en cours sur l'Atlantique qui montre que les populations de plancton y ont chuté de 90%. Et les autres océans suivent de près. Le plancton est le plus grand producteur d'oxygène de la planète. Il est à la base même de la vie sur Terre, Tucker. J'utilise souvent cet exemple parce qu'il est très parlant. L'humanité, aujourd'hui, c'est comme une voiture à l'arrêt sur une voie ferrée. Le train va la percuter dans une poignée de secondes. Son klaxon se fait sirène, mais les occupants de la voiture sont en train de se disputer sur la station de radio à mettre. Alors certes, de nombreux facteurs sont directement liés à l'effondrement accéléré de la biosphère auquel nous assistons, un effondrement que la géo-ingénierie climatique alimente au lieu d'atténuer, ce qui en fait notre problème numéro 1 comparé aux autres problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et ils ne vont pas laisser tomber cette arme secrète de contrôle, puisque c'est l'arme ultime avec laquelle ils ont soumis et continuent à soumettre des populations entières, y compris les leurs, sans même que celles-ci ne sachent qu'elles sont attaquées. Non, ils n'abandonneront pas ça. Notons aussi qu'en parallèle, les manœuvres actuelles des pouvoirs en place transforment des zones de conflit en zones de carnage. Pour ce qui est de nos frères et sœurs militaires qui participent à tout ça, parce que beaucoup se posent la question de pourquoi ils le feraient. L'essentiel, que je viens de vous entendre dire, et merci pour ça, l'essentiel, c'est que nos frères et sœurs d'armes ont prêté serment de protéger le peuple, de le protéger de toutes les menaces, étrangères et domestiques. Alors tout ça est compartimentalisé, et on leur dit sûrement que ces programmes sont une opération bienveillante, nécessaire, tout comme on l'a sûrement dit aux pilotes du Vietnam, quand ils pulvérisaient de l'agent orange sur tout le monde. On leur a pas dit que ça allait tuer leurs camarades au sol. Évidemment qu'on ne leur dit pas. Et voilà où nous en sommes. Et je pense que, dans bien des cas, les gens ne savent pas, et ils n'y réfléchissent pas sérieusement. Ils sont rendus tellement ivres par ce sentiment de fausse toute-puissance, en mode « c'est nous qui sommes aux commandes et on a la technologie, alors on peut arranger ça ». Et ils se font clairement des illusions. Je pense que de bonnes personnes, et j'en connais, se font ces illusions et commettent le mal, parce qu'ils pensent avoir ce pouvoir qu'ils n'ont pas. Les abeilles disparaissent, les chauves-souris aussi, et bien sûr, comme vous le savez, les insectes et le plancton. Ce sont des phénomènes que la plupart des gens ne remarquent même pas, parce qu'ils vivent en ville, et qu'ils ne sont pas en contact avec les abeilles ou les insectes, mais la mort des arbres. Ça, c'est flagrant. Je veux dire,
Ces plantes vivent 100 ans et puis d'un coup, elles s'éteindraient. Les sapins, par exemple, dépérissent clairement. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu de l'état actuel des forêts américaines? Comment vont les arbres dans ce pays? Je pense qu'à l'heure actuelle, le plus important, c'est la statistique mondiale qu'on connaît. Comparé au niveau pré-civilisationnel, la couverture forestière a diminué de 66%. 66% disparaît. Et le tiers restant est mort ou en train de mourir. On a tellement modifié la chimie atmosphérique que les forêts ne sentent plus la forêt. Quand on connaît bien les arbres et cette odeur, alors on sait qu'elle a disparu. Et pourquoi? À cause de l'intensité nouvelle du rayonnement UV qui bombarde désormais la planète. On a même des UVC qui parviennent à atteindre la surface. J'ai mentionné l'effondrement de la couche d'ozone, et c'est une conséquence directe de la géo-ingénierie. Et c'est d'ailleurs un effet ouvertement reconnu par la communauté scientifique du climat, Tucker. Ils le reconnaissent publiquement. Si nous pratiquions la géo-ingénierie, ça détruirait la couche d'ozone. Comme si c'était pas le cas depuis 80 ans. Parce que oui, ça fait bien 12 ans que ces programmes sont en cours, vu qu'ils ont été déployés immédiatement après la Seconde Guerre mondiale. On avait à nos côtés un ancien ingénieur contractuel de la NASA, et à son âme, qui travaillait directement pour nous avec un équipement de mesure de pointe, une valeur à 5 chiffres, que nous avons financé de notre poche, comme tout le reste. Bien sûr qu'on ne fait pas ça pour l'argent. Notre film The Dimming, le documentaire révolutionnaire qui fait référence sur le sujet, a été posté gratuitement sur YouTube le jour de sa sortie. Et la vidéo compte aujourd'hui 26 millions de vues. Moi, si je suis là, c'est pour la cause. Parce que si nous ne gagnons pas cette bataille, alors plus rien n'a d'importance. Mais revenons à ces arbres qui ne respirent plus et à cette forêt qui ne sent plus la forêt, parce que les arbres ferment leurs stomates. Ce sont des orifices respiratoires qui leur permettent de respirer, de se nourrir de carbone et de libérer de l'oxygène. Ils ne respirent plus, ils ne font plus qu'agoniser lentement. On parle du deuxième plus grand producteur d'oxygène de la planète. Je répète que, de plus d'une façon, l'ingénierie climatique est en train de sceller notre tombeau collectif. Mais ils ne vont pas lâcher cette arme secrète de contrôle. Et pour ceux qui prétendent qu'ils ne se feraient pas ça à eux-mêmes, je répète aussi qu'ils l'ont déjà fait. Nous avons fait exploser 2400 bombes nucléaires sur cette planète. Combien de gens sont au courant? Les essais nucléaires au Nevada furent menés dans le plus grand secret. Et aujourd'hui, on sait grâce à une étude scientifique que les retombées radioactives de ces essais ont tué pas moins de 700 000 Américains. C'est une étude solide. Et combien de personnes la connaissent? Les pouvoirs en place se moquent clairement des conséquences de leurs actes. On sait d'après le Washington Post qu'en 1977, l'armée américaine avait mené pas moins de 239 essais biologiques en plein air sur des civils innocents, à leur insu. Oh allez, des essais de guerre biologiques sur des Américains? Vous en avez forcément entendu parler. Allez vérifier. Encore une fois, c'est un fait historique, occulté par les grands médias. Mais mec, qu'on a fait une révolution à cause d'une taxe sur le thé, ça semble fou qu'un truc comme ça ait pu passer. J'encourage tous vos auditeurs à aller vérifier absolument tout ce dont je parle. Et cette statistique est très facile à trouver. Le Washington Post l'a publiée pour la première fois en 1977. Et j'espère que vu le sérieux de mes citations, on comprend que je ne parle pas à la légère. Donc oui, rien de nouveau sous le soleil, et le fait que les gens refusent de voir tout ça est stupéfiant. On peut se pencher sur le cas de Brzezinski, que vous connaissez certainement, qui conseilla les présidents américains en remontant jusqu'à Johnson. Vos auditeurs peuvent le vérifier facilement. Il a déclaré qu'avec les technologies actuelles, il est devenu beaucoup plus facile de tuer 1 million de personnes que de les contrôler. Qui croit vraiment que ces gens sont là pour nous aider? J'insiste sur le fait que ce sujet est aussi crucial que complexe, parce qu'il est fait de nombreuses couches, toutes aussi problématiques les unes que les autres, et que si on ne s'occupe pas de ce qui se passe d'inquiétant dans le ciel, on ne sera plus vivant bien longtemps. Revenons un peu sur la question du Covid. Dans un enregistrement que nous possédons, le deuxième climatologue le plus reconnu au monde, un ancien scientifique au département de la Défense, le Dr Ken Caldera, explique avoir travaillé sur des méthodes de publication d'agents pathogènes dans les nuages pour infecter les populations dessous. On sait aussi qu'au début de l'épidémie de Covid-19, 85 pays ont été infectés en 3 jours. C'est indicatif d'une dispersion par voie aérienne. Des chercheurs italiens ont trouvé le Covid-19 attaché à des particules en suspension dans l'air. Alors est-ce que tous ces points ne se connectent pas? Il semblerait bien que si. Grâce à nos analyses de précipitation, on y a relevé la présence de fibres polymères et de graphène. Graphène qui est comme une machette vasculaire.
graphène, qui est d'ailleurs mentionné dans les brevets de géo-ingénierie pour certaines applications. Et clairement, ils se contrefoutent des conséquences. Mais ces deux éléments sont aussi utilisés militairement comme vecteurs biologiques pour transporter un pathogène des nuages jusqu'au sol et infecter la population. Alors qu'est-ce que tout ça fout dans la pluie? Est-ce qu'à tout moment, ils ne pourraient pas introduire une substance bien plus mortelle dans les précipitations? Bien sûr que si. J'en finis pas d'être choqué. Est-ce que vous avez abordé ce sujet avec des élus, des membres du Congrès? Beaucoup. Et je continue à le faire. Il est de notoriété publique que j'ai eu des entretiens privés avec Gavin Newsom au Capitole de Californie, desquels il est juste ressorti que cet individu est incapable d'agir pour le bien commun. Il ne le ferait pas, parce qu'il n'est là que pour servir ceux à qui il obéit. Rien à tirer de ce côté-là. J'ai sur mon bureau, pardon de vous couper, mais vous venez bien de dire que vous avez dit tout ça en personne ou une version de ça à Gavin Newsom, le gouverneur de Californie? Précisément, oui. J'ai aussi expliqué à Monsieur Newsom que si ces programmes continuaient, les conséquences de la sécheresse en Californie seraient catastrophiques. Comme c'est à lui que je parlais, j'ai mis le focus sur l'État de Californie et l'impact que ça a ici. Je lui ai fourni des données qu'il n'a même pas essayé de contester, peut-être parce que j'ai aussi rencontré des scientifiques de la Commission de l'énergie de Californie et des spécialistes de la qualité de l'air. Alors bien sûr, la Californie s'inquiète du manque de précipitations, parce que ça impacte sa production hydroélectrique et les barrages ouverts et canyons. Mais si vos auditeurs consultent les présentations que j'ai faites il y a plus de 10 ans, ils verront que tout ce que je disais à l'époque, que la Californie est la cible d'une sécheresse manufacturée, n'a jamais été plus d'actualité. Et la sécheresse, comme on s'y attendait, s'est poursuivie, avec les conséquences désastreuses qu'on connaît. Tout ça a été dûment présenté à M. Newsom. Mieux encore, non seulement la sécheresse continue, mais en prime ils refusent désormais de le reconnaître. Même en Californie du Nord, ils disent qu'il n'y en a pas. Dans les faits, il n'a jamais fait aussi sec ici. Qu'on parle de l'humidité du sol ou de celle du combustible, ils mentent absolument sur toute la ligne, y compris sur les mesures des relevés UV en surface. Un gros tas de mensonges fumants que nous décelons puisque nous sommes formés à tous les aspects de cette équation. De fait, ils ne communiquent et ne mesurent que jusqu'à 300 nanomètres pour le spectre UV. Ce n'est que la moitié du spectre UVB. Évidemment, rien n'est mesuré en termes d'UVC, et encore moins publié. Et pareil pour les particules fines, où rien en dessous de PM10 n'est recherché. J'ai pu rencontrer secrètement 5 responsables de la qualité de l'air de l'État de Californie, qui m'ont avoué sans détour que le système est truqué, et qu'en l'occurrence, on ne teste que pour les particules de combustion. Le reste est sciemment ignoré. D'un bout à l'autre, tout le système est conçu pour masquer l'ampleur des dégâts. Donc oui, pour en revenir à Newsom et à son équipe, non, aucune réponse. Et oui, ils sont au courant. L'incendie de Los Angeles est évidemment brûlant dans votre esprit? Très. Les ingénieurs climatiques peuvent certes augmenter les précipitations, mais ils sont encore plus efficaces pour les couper. Ils peuvent bloquer la pluie aussi longtemps qu'ils le veulent, comme nous l'avons vu avec le cas du Moyen-Orient, et particulièrement de l'Iran, que j'ai mentionné. Et dans le cas de Los Angeles, il n'a pas plu pendant 8 mois. Ce n'est pas un hasard. Ces particules sont incendiaires. Les nanoparticules d'aluminium sont un incendiaire ultra efficace et sont utilisées dans les démolitions militaires, dans la thermite. Cette poussière incendiaire recouvre le sol forestier, le feuillage, et plus elle s'accumule au fil du temps, et plus tout devient instable. J'ai parlé des zones de pression atmosphérique qu'ils peuvent manipuler et qu'ils manipulent. Et en le faisant, ils peuvent manipuler les flux de vent de surface et créer des configurations de flux de vent zonaux extrêmes, comme ils l'ont fait à la Haina. Même constat, des zones de basse pression extrêmement anormales, l'une au nord, qui était une zone de pression fragilisée, et l'autre au sud, avec la tempête Dora. Et entre ces deux zones naît un effet de soufflet, de chalumeau. Quelle que soit la source de départ du feu, les nombreuses spéculations qui circulent en ligne à ce sujet sont souvent farfelues et n'ont pas d'importance. Ce qui compte vraiment, c'est qu'il ne fait aucun doute que c'est la géo-ingénierie qui permet à ces incendies de brûler avec une telle férocité. Et je finirai là-dessus. On a retrouvé un document militaire américain de 140 pages que nous avons publié, intitulé « Les feux de forêt comme armes militaires ». Ce document nomme 17 sites aux États-Unis comme zone d'étude. Los Angeles en faisait partie. Et en recoupant ces informations, on retrouve l'exact processus de pré-préparation qu'on observe à ces locations. La Haina a été déclarée zone de sécheresse éclair
la semaine avant l'incendie. Alors on peut spéculer sur leurs objectifs et stratégies, mais le fait que la géo-ingénierie soit indissociable de ces équations est absolument indiscutable. Et en parlant de données alarmantes, on peut bien sûr retrouver ce document sur notre site avec les passages importants mis en évidence. Est-ce qu'on a tenté de contrer ça par la voie législative? Est-ce que le Congrès s'est déjà saisi de la question? Oui, on a des projets de loi en cours dans 36 États, et 2 États ont déjà adopté la loi. Je suis en contact avec un collaborateur de DeSantis. J'ai aussi une conférence téléphonique d'1 heure avec le général Ladapo. Des personnes très sensées sont impliquées. Il l'est? Oui, il l'est. Et toute son équipe a participé à l'appel. On a la représentante de la Géorgie, Marjorie Taylor Greene, qui vient de s'exprimer là-dessus. Ça a été largement médiatisé. On a essayé de contacter Mrs. Greene au préalable pour la conseiller, parce que foncer là-dedans sans connaître le sujet peut faire plus de mal que de bien, mais malheureusement on n'a pas réussi. Et malheureusement, elle a fait ce qu'il faudrait éviter de faire, c'est-à-dire mélanger ce sujet à la question climatique dans son ensemble. On espère qu'à un moment elle entendra ce conseil et cette position que nous vous encourageons à adopter. Déjà parce qu'il faut que l'attention reste concentrée sur la géo-ingénierie, et aussi parce que nier les autres sources de dommages à la planète a tendance à aliéner immédiatement la moitié des personnes dont nous avons besoin dans ce combat. On encourage aussi les autres législateurs à procéder comme ça, lorsque le sujet du climat est évoqué. Il faut simplement poser la question de comment on pourrait prétendre avoir une discussion légitime sur le sujet du climat, et ce quel que soit le point de vue, sans aborder d'emblée ce problème majeur. Parce qu'au lieu de diviser, ce discours fédère. Alors bien sûr, je sais que le climat change, parce que je suis attentif à la nature. Mais vous venez à vous tout seul de me convaincre que ce qu'on voit est dû à l'activité humaine, mais pas à nos voitures et bombes de lac. C'est l'armée américaine qui en est responsable. C'est les deux. J'insiste sur le fait que notre organisation ne nie pas l'ampleur des autres sources de pollution. Statistiquement, nous rejetons environ 100 millions de tonnes de carbone dans l'atmosphère par jour, plus 26 millions de tonnes de charbon et 100 millions de barils d'hydrocarbures. On rase les forêts, on bétonne, on empoisonne les océans. Tout ça est une réalité que nous reconnaissons. Mais nous reconnaissons aussi que ces interventions intentionnelles empêchent la planète de répondre et de résister aux dommages. Peut-être, Tucker, que sans plus toxique, la forêt aurait absorbé davantage de carbone et rétabli un équilibre. Mais elle ne peut pas le faire. Les arbres ne peuvent pas le faire. Leurs systèmes racinaires se font empoisonner. Le microbiome du sol se fait empoisonner. La couche d'ozone est en train d'être détruite. Ces programmes neutralisent littéralement les mécanismes d'équilibre et de survie de la planète. Nous ne saurons donc jamais à quel point notre situation aurait été meilleure si ces programmes n'avaient jamais existé. Et parce qu'il faut appeler un chat, alors il faut le dire. Ces programmes de géo-ingénierie sont des opérations de guerre climatique. Et encore une fois, ceux qui sont au pouvoir se fichent des conséquences, même pour eux-mêmes. Et la psychoanalyse nous le confirme. J'ai examiné la question sous cet angle et trouvé un point commun entre les troubles de la personnalité qu'ont les personnes au pouvoir. Et ce point commun, couplé à une dépendance au pouvoir, c'est une quasi-absence de compréhension des conséquences de leurs actes, et même en ce qui les concerne. Est-ce que les drogués s'inquiètent de si leur prochaine dose va les tuer? Ils s'en fichent. On fait vraiment face à un cancer sans tête, sans cœur, sans âme. Et pour ceux qui se dédouanent de penser à tout ça au prétexte qu'ils ne nuiraient pas à leurs propres intérêts, on sait qu'ils l'ont déjà fait, grâce à l'historique nucléaire que j'ai rappelé. Je voudrais rajouter une dernière chose, et pas des moindres, puisqu'il s'agit d'une menace existentielle. J'ai expliqué que la géo-ingénierie décime les principaux systèmes de protection et de maintien de la vie sur Terre, en commençant par la couche d'ozone, ce qui nous rend beaucoup plus vulnérables aux éjections de masse coronale, c'est-à-dire aux éruptions solaires. Si un événement comme celui de Carrington au XIXe siècle venait à se reproduire, le réseau électrique mondial serait hors service. Et paf, on a des centrales nucléaires qui ne peuvent plus se refroidir. On a un Fukushima, puissance 100 ou 200, et c'est la fin de la partie. Encore une fois, c'est directement lié à l'ingénierie climatique. Et l'impact sur les populations animales? On a parlé des abeilles, de plancton et des autres insectes, mais qu'en est-il des mammifères? Est-ce qu'ils sont impactés?
Oh que oui. Nous disposons d'une étude sur les baleines qui présente des quantités extraordinaires d'aluminium dans leur tissu. Alors, d'où est-ce que ça peut bien venir? C'est de l'aluminium biodisponible. Et pour ceux qui voudraient réfuter cette étude en disant que l'aluminium est un élément très courant, ce qui est vrai puisque c'est le troisième élément le plus abondant dans les strates géologiques, ils n'ont pas pour autant raison. Parce que l'aluminium n'existe pas sous forme libre à l'état naturel. Point. Il est strictement toujours lié à d'autres éléments. Et ça, ils n'en parlent pas. Alors quand on voit que même les baleines se retrouvent à absorber cette substance, qui a un impact évident, on n'a pas envie de voir ce que ça fait à la masse animale mondiale. Mais il le faut bien. Et le fait est que les populations d'animaux sauvages ont diminué d'environ 75% au cours des 4 dernières années seulement. Et c'est 75% d'une population déjà fortement réduite. D'ailleurs, vous avez sans doute vu des images de ces immenses hordes de caribous. Certains de ces groupes comptaient 1 million d'individus. Et d'1 million, on est passé à 5000 ou moins. Est-ce que je dois préciser que c'est un effondrement effrayant? On a aussi des images extraordinaires de nucléation chimique de l'Atlas. Et c'est fascinant. On sait ce qu'est la réaction exothermique. C'est cette libération massive d'énergie, dont la fission d'un atome est l'exemple parfait. Mais une réaction endothermique est tout aussi fascinante à bien des égards. On a par exemple des images de centaines d'oiseaux aquatiques, complètement gelés à la surface d'un lac. Comment est-ce que ça peut arriver? Et vous avez vu tous ces grêlons énormes, de la taille de balles de golf ou de tennis, qui tombent partout, oui? Oui. À tel point que les compagnies d'assurance ne proposent plus de couvrir contre la grêle, tellement le phénomène a augmenté. C'est de la nucléation chimique. Pour voir ça dans sa forme extrême, vos auditeurs peuvent faire des recherches sur les boules de glace du lac Michigan et voir les rives du lac recouvertes de ces grosses boules de bowling en glace. Elles ne tombent pas du ciel aussi grosses. Elles se forment ainsi dans l'océan, grâce à la nucléation chimique constante au-dessus des grands lacs qui entraînent leur formation. Et c'est comme ça qu'ils arrivent à faire tomber toute cette neige à Erie et à Buffalo. Et paf, ils en font les gros titres. Et vas-y, qu'on fait tout un plat des 1,50 m de neige à Erie et Buffalo. Oh là là, mais regardez-moi toute cette neige! Alors que pendant ce temps, il fait 27 degrés au sommet de la Sierra Nevada, en plein hiver, en Californie. Mais ça, on n'en parle pas. Est-ce que vous vous rappelez, Tucker, quand Boston a connu des températures records, en 2014, je crois? On a enregistré des records de froid et ils en ont vraiment fait tout un cinéma. Mais qu'est-ce qu'ils ne nous ont pas dit? En plein hiver, alors que Boston était enseveli sous la neige, il n'y en avait littéralement pas, à plus de 4200 mètres d'altitude, dans la Sierra Nevada. Et ça, ils se sont bien gardés d'en parler. Il faut manipuler la perception du public pour pouvoir continuer les affaires, comme si de rien n'était, jusqu'au moment de l'impact, et parvenir ainsi à conserver leur pouvoir, tout en utilisant le climat comme une arme. Les cultures aussi dépérissent, et on observe partout dans le monde un effondrement des récoltes. Même scénario, les plantes ferment leurs stomates, elles n'absorbent plus de carbone, elles ne libèrent plus d'oxygène. Non, vraiment, on est face à une contamination omniprésente. Je pense que la première étape est d'informer le public des faits que vous venez d'exposer et d'ouvrir un débat public à ce sujet, parce que tout ce qui peut arriver de positif débute toujours avec des mots. Pour ceux de notre audience qui sont toujours à l'écoute et qui veulent en savoir plus, est-ce que vous pourriez terminer en nous expliquant lentement où retrouver toutes vos informations sur le sujet? Avec tout notre réseau, on fait de notre mieux pour centraliser les données sur notre site, et le seul moyen de faire avancer ce combat est de partager des données crédibles, qui viennent d'une source crédible, source que nous faisons tout pour être. Je n'ai qu'un seul but et qu'une seule mission. Tout ce que je fais est en préparation du jour où ce qui se passe dans notre ciel sera pleinement révélé et stoppé, et je pense que ce changement ne pourra venir que de l'intérieur. L'aspect et le combat législatif sont évidemment positifs, parce qu'ils révèlent publiquement le problème, mais ça reste malheureusement symbolique, parce que ça ne suffira pas à faire cesser les opérations du département de la Défense. Notre seul moyen de provoquer une onde de choc mondiale est de réussir à braquer tous les projecteurs sur ce problème, pour que les populations du monde entier comprennent ce que leurs gouvernements leur ont fait, activement ou passivement, à leur insu et sans leur consentement, ce qui, on l'espère, ferait réfléchir nos frères et sœurs d'armes aux atrocités qu'ils infligent à leurs compatriotes et les ferait remettre en question leur engagement et leurs actions. La plupart des gens, s'ils reçoivent des ordres d'une personne qu'ils perçoivent comme une autorité, sont capables de commettre presque n'importe quelle atrocité. Il faut qu'on dépasse ce stade. Le jour où on va réussir à révéler toute la vérité, c'est sûr que ça va péter. Ça changerait la donne et ça nous permettrait d'aborder dans la foulée d'autres sujets problématiques tels que le 11 septembre ou l'injection efficace et sans risque.
Les gens peuvent essayer d'ignorer un paquet de problèmes, mais celui-ci, on ne peut pas le mettre de côté, parce qu'ils y vont de plus en plus fort, et que les dégâts causés sont chaque jour pires. Ce n'est qu'en partageant des données crédibles, émises par une source fiable, qu'on se donne de vraies armes pour pouvoir réveiller son prochain. Croyez-moi, c'est bien plus efficace que de fulminer sur le trottoir en pointant le ciel. Les gens réagissent fortement aux images que nous avons à présenter. Dès qu'elles apparaissent sur le flux vidéo de la NASA, on capture les images satellites avant qu'ils ne les suppriment. Elles sont stupéfiantes, et il n'y a pas besoin d'une formation en météo pour en déduire qu'on regarde quelque chose d'absolument anormal. Elles illustrent les documents qu'on distribue à tous les législateurs et qui sont mis à disposition des militants et du public. Il y a environ 1/2 million de nos brochures de 20 pages en circulation actuellement. On fait le maximum pour toujours fournir les visuels les plus percutants, parce qu'ils sont comme un coup de poing dans l'estomac. On essaye désespérément de convaincre les législateurs de faire preuve de stratégie et de ne pas amalgamer ça avec la question du changement climatique dans son ensemble, parce qu'il est vital que le débat soit verrouillé autour de ce point précis, parce qu'il ne peut pas y avoir de discussion sur le climat sans déjà adresser ce problème. Quand on aura retiré ça de l'équation, alors on pourra juger de notre situation. Pour pouvoir gagner cette partie d'échecs, il faut jouer de manière efficace et pertinente. Il faut percer des petits trous partout dans la narrative officielle et demander aux autres de faire pareil jusqu'à ce que le barrage saute. Il faut y créer tellement de fuites qu'ils ne puissent plus les reboucher. Et là, la lumière se fera dans la caverne. Ça changerait la donne. Mais le temps presse. Parce qu'on peut éviter de s'injecter un cocktail médical toxique. On peut éviter un paquet de trucs. Mais on ne peut pas ne pas respirer. Et il se trouve que chacune de nos respirations est chargée de ces nanoparticules. Et bien sûr, on a aussi une étude pour le prouver. On en a une aussi au sujet des nanoplastiques, les mêmes dont la communauté scientifique du climat commence à reconnaître l'existence. Ils sont présents dans tous les organes humains. Et encore une fois, on peut prouver que ces particules ne proviennent pas juste d'un processus naturel de décomposition du plastique dans l'environnement, parce que nos tests menés avec le RPI à New York ont prouvé de manière concluante que les particules testées étaient manufacturées. C'est la spectroscopie qui le dit. C'est juste une contamination de tout. Et si on ne peut plus respirer sans s'imbiber de tout ça, les conséquences vont être désastreuses. C'est pour notre vie qu'on combat tous, ici et maintenant. Ah oui, est-ce que vous pulvérisez des produits chimiques dans l'air sans me le dire, avec l'argent de mes impôts? C'est une question simple que je compte poser à partir d'aujourd'hui aux personnes en position d'autorité. Je ne sais pas comment j'ai pu ignorer tout ça aussi longtemps, mais je suis reconnaissant de cette conversation et j'espère qu'elle va susciter un débat national et de l'indignation. Dane, merci beaucoup. Merci Tucker. Merci infiniment pour votre voix et merci à votre équipe. En ce moment crucial de l'histoire de l'humanité, votre rôle et celui de votre équipe sont d'une importance indéniable. Et nous, au nom de Geo Engineering Watch et du quart de million d'abonnés et de frères qui nous suivent, vous soutenons de tout notre cœur. Oh, c'est très gentil, merci. Nous voulons être utiles. Merci Tucker.